secrète dans le désert du Nevada. On l'appelle Box, Ranch, Container, Zone 51, Groom. Elle a beaucoup de noms différents. Personne n'en parlait ouvertement, encore moins devant une caméra, puisqu'officiellement, elle n'existait pas. On ne compte plus les spéculations sur la zone 51 dans la presse. Moi, je n'utilisais pas ce nom. Certains sont persuadés qu'on y a testé des soucoupes volantes. Une chose est sûre, la présence de technologies étrangères dans la zone 51 et l'existence d'une opération mystérieuse, l'une des plus importantes de la guerre froide. Ils voulaient juste s'asseoir et le regarder, puis passer dessous pour voir l'autre côté, puis le voir de l'arrière. Ils ne pensaient pas forcément à des vols de combat, ils voulaient juste regarder. Le programme a été tenu secret. Toute l'escadrille est demeurée un mystère bien gardé. Rien n'a jamais transpiré. La zone 51 est une base secrète qui fait désormais partie de la légende locale. Les spéculations sur les ovnis et les martiens planent sur ce territoire affublé de quantité de noms. En Europe, on se moque des Américains. Depuis, l'armée et les services secrets des États-Unis ont admis qu'ils s'étaient sérieusement intéressés aux ovnis pendant des décennies. Effectivement, on observe des choses étranges au-dessus du désert du Nevada, surtout la nuit. Bill Whiffen consacre tous ses loisirs à surveiller le ciel de cette zone interdite. Il part en expédition tous les jours et il est devenu l'un des spécialistes reconnus du centre d'essai du Nevada. La zone 51 est aussi grande que la Corse et se trouve non loin de la côte ouest des États-Unis. Le vrai nom de cette zone est Nellis Air Force Range. Bill Whiffen vit à Rachel, un village de 200 habitants dans le désert, situé à 50 km de la base aérienne de Groom Lake, elle-même au centre de la zone interdite. Impossible de s'approcher plus près de la base secrète. Je me suis souvent posté dans une des vallées du désert et j'ai vu des engins circulaires aplatis qui venaient de la zone 51. Et ils montaient et restaient suspendus en l'air. L'un d'eux ressemblait à une sphère, mais il changeait de forme. Un côté s'aplatissait, puis s'arrondissait de nouveau et ça recommençait. Un phénomène que je n'arrivais pas à m'expliquer, même avec la meilleure volonté du monde. La zone 51 est surtout un aérodrome de taille gigantesque. La piste d'atterrissage de Groom Lake fait 8,3 km. C'est la plus longue du monde. Officiellement, la zone 51 n'existe pas. La seule confirmation à ma connaissance, c'est que le gouvernement a admis qu'il existait un espace réservé aux vols d'essai quelque part dans la région. Quand on examine une carte aérienne de la zone interdite de Nellis, on trouve au milieu un rectangle d'environ 20 km sur 10. Il est repéré en rouge et porte le nom de zone 51. C'est là qu'on teste les programmes noirs, ceux qui sont tellement secrets qu'ils sont financés par des caisses noires. Cela peut prendre 10, 20 ou même 30 ans avant que l'on apprenne officiellement l'existence de ces programmes.
La zone 51 est aménagée en 1955 pour le Lockheed U-2. La CIA utilise cet appareil pour jeter un œil au-delà du rideau de fer, où elle n'a que très peu d'espions. L'U-2, un véritable appareil photo volant, sillonne le ciel au-dessus de l'Union soviétique et remplace des milliers d'agents au sol. C'est à Groom Lake qu'on prépare ce redoutable outil de renseignement. L'endroit est idéal. Personne ne vient à Groom Lake de son plein gré. La base aérienne est trop proche du centre d'essai atomique des États-Unis. C'est toujours dans la zone 51 qu'on fait les essais du successeur de l'U-2. Cet avion espion vole encore plus haut, et il est plus rapide qu'une balle de revolver, 3700 km/h. On jurerait qu'il a été construit pour un film de Batman. Les pilotes n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient voir quand les portes du hangar se sont ouvertes. C'est là qu'on leur a appris qu'ils allaient tester l'A-12 en vol. On avait commencé par sélectionner 12 pilotes. Quand ils ont vu l'avion le premier jour, certains sont partis en disant « Je ne piloterai pas ce truc ». Et ils ont abandonné ce programme. Le projet demeure un secret absolu, même si 3000 personnes sont au courant. Les services de renseignement savent s'y prendre pour obtenir le secret total. L'US Air Force avait son propre service de renseignement, l'OSI, qui recrutait des mouchards. Ils étaient chargés de prendre sur le fait les bavards qui parlaient de ces projets top secrets. Ça leur valait de graves ennuis. Il est en principe difficile de garder longtemps le secret de programmes militaires d'une telle envergure. Dans le Nevada, ce fut pourtant le cas à plusieurs reprises. Même le projet Manhattan, celui de la première bombe atomique, est resté top secret, alors même que 130 000 personnes étaient au courant. Des avertissements menaçants protègent la zone 51, et cela va jusqu'à la peine de mort. Le périmètre est truffé de caméras, de micros et de détecteurs de mouvement. Même à 40 km de distance, les hauteurs qui permettaient d'observer la base font maintenant partie de la zone interdite. Si la protection semble parfois d'un autre âge, la surveillance de la zone 51 est sans faille. Il y a des détecteurs datant de la Deuxième Guerre mondiale qui signalent les objets métalliques de grande taille. L'alerte est transmise au poste de garde qui peut savoir qu'un véhicule se déplace dans telle ou telle direction. On dirait presque un rituel. Les camionnettes blanches surgissent de nulle part, telle une menace muette. Les gardes disposent d'armes redoutables. Mais il est exceptionnel qu'ils aient à en faire usage. Voilà comment les États-Unis protègent les secrets dont dépend la puissance du pays. Have Downut, par exemple. Have Downut, c'est le nom de code donné à une opération des services secrets. Sa trace nous conduit en Israël. 1966. L'armée israélienne affirme sa détermination, car elle se prépare à la guerre. Les États arabes ennemis d'Israël disposent de plus de 400 MiG fournis par l'Union soviétique. Les incidents frontaliers se multiplient, les accrochages aériens aussi. Les Israéliens font face à un nouvel adversaire, le jet soviétique le plus moderne, le MiG-21. Nous avions eu quelques accrochages avec des MiG, mais on ne connaissait pas exactement les performances et la maniabilité de l'appareil. C'était vital pour nous d'obtenir des informations. Les Israéliens réalisent rapidement que le nouveau MiG menace leur suprématie aérienne.